Comment vous expliquiez le manque d'efficacité des solutions proposées par nos élites, qu'elles soient politiques ou économiques parfois, alors qu'on a soi-disant les élites les plus intelligentes au monde, les solutions pour s'adapter à la civilisation du numérique, à tous les grands bouleversements qui arrivent aujourd'hui? Comment on peut expliquer ça? Les élites économiques ne sont pas mauvaises. Au fond, presque tous les grands économistes sont d'accord. Enfin, je parle un peu sous le contrôle de mon ami Jacques Attali, mais pour dire que voilà, si on construisait aujourd'hui une Europe fédérale à 10-12 et qu'on avait un vrai gouvernement à la fois économique, financier et monétaire, on serait la première puissance mondiale et qu'on sortirait de la crise. Et donc, je crois que la plupart des grands économistes donnent des conseils aux politiques qui sont assez bons. En revanche, les politiques sont en effet très inefficaces et je pense qu'il y a deux raisons. Une qui est superficielle, même si elle a sa part de réalité, c'est évidemment le manque de courage. C'est vrai que c'est le seul métier où vous risquez, quand vous êtes un peu courageux, d'être immédiatement viré. Il faut quand même être honnête. Regardez, il y a eu un référendum récemment en Alsace. Depuis des années, on dit qu'il faut réduire le millefeuille territorial, qu'il faut fondre les départements et les régions pour qu'il y ait moins d'élus et qu'il y en a trop d'élus. Bon, quand on a demandé au peuple de se prononcer sur le sujet, il a été moins courageux que les politiques. Donc c'est difficile de les engueuler quand le peuple lui-même n'est pas prêt à faire le travail. Quand on a fait la réforme des retraites, les gens étaient hostiles, alors que la vérité, c'est que la réforme des retraites qui a été faite était minimaliste. Bon, et donc voilà, il y a cette question-là, donc le manque de courage des politiques. Puis il y a une raison qui est beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus importante, c'est que dans le contexte de la mondialisation, si vous voulez, pour dire les choses très simplement, le marché est global et les politiques sont nationales. Et cette discrépance, cet écart entre les deux fait que les leviers des politiques nationales dans le cadre de la mondialisation ne lèvent pratiquement plus rien. Voilà pourquoi le problème de l'Europe est aujourd'hui majeur, parce que la grande question politique, ce n'est pas une question droite-gauche, c'est la question de savoir à quel niveau on peut reprendre la main sur un cours du monde qui, parce qu'il est mondialisé, échappe très largement aux politiques nationales. Et évidemment, ça n'est plus au niveau national qu'on peut retrouver des leviers qui lèvent vraiment quelque chose. Il faut passer un cran au-dessus au niveau de l'Europe, et l'Europe ne marche pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau du G20, mais là aussi le G20 ne marche pas très bien. Donc on n'a pas encore construit les instruments qui permettraient aux politiques nationales d'avoir des relais au niveau européen ou au niveau mondial qui les rendent efficaces. Donc il y a le courage, c'est vrai, ou l'absence de courage, mais il y a surtout le fait qu'encore une fois, dans le contexte de la mondialisation, les politiques nationales ne sont plus adaptées. Et ça, c'est le vrai problème du XXIe siècle. Donc je pense à vos derniers livres. Dans la plupart de vos livres, vous parlez de l'importance des relations humaines, de l'amitié, de l'amour, de la fraternité, etc. C'est vraiment pour vous le sens ou la philosophie de la vie. Vous parlez d'une vie bonne. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne Bon, la question de la vie bonne, c'est la question de la philosophie depuis toujours. C'est déjà la question d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Donc Ulysse, c'est quelqu'un qui va de la guerre à la paix, de la haine à l'amour, de la vie mauvaise à la vie bonne. Bon, donc c'est la structure de toute l'histoire de la philosophie. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, nous avons vécu ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est-à-dire le passage du mariage arrangé, comme dans les pièces de Molière, au mariage choisi par amour et pour l'épanouissement de l'amour. Et je pense que nous vivons le moment, mais je ne peux pas le développer là, mais où cette histoire de la vie privée, donc cette histoire de la famille moderne, cette histoire de l'invention du mariage d'amour, c'est la fondation de la famille sur l'amour-passion, avec des conséquences qui sont gigantesques, comme l'invention du divorce. Eh bien, nous vivons le moment où cette histoire de la vie privée est en train d'impacter de plein fouet l'histoire de la vie publique et collective. Quand vous regardez l'histoire de l'Europe depuis la Révolution française, ce qui a animé la vie politique à droite, c'était l'idée de nation. Ce qui a animé la vie politique à gauche, c'était l'idée de révolution. Je prétends que dans la vieille Europe, ces deux idées sont mortes et que ceux qui la remplacent, c'est la question des générations futures. C'est la question quel monde, vous et moi, nous les adultes, nous allons prendre la responsabilité de laisser à ceux que nous aimons le plus et à nos jeunes. Et ce n'est pas simplement la question de l'écologie, c'est la question de la dette publique, c'est la question de l'avenir de la protection sociale dans le cadre de la mondialisation. Toutes les grandes questions politiques vont se regrouper sous l'égide de cette nouvelle problématique qui est directement, en quelque sorte, induite par ce croisement entre l'histoire de la vie privée et l'histoire de la vie publique. Voilà, c'est ça qu'on vit aujourd'hui et nos politiques, malheureusement, sont encore à des années-lumière de le comprendre. Ils perçoivent un tout petit peu, mais ils sont encore dans les schémas des années 30 avec nation à droite, révolution à gauche. Quand Nicolas Sarkozy a dit « le problème numéro 1, c'est la frontière », je me suis dit que vraiment, on n'avait pas beaucoup progressé. C'est vrai. Très bien, merci.